Bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça va? Ok. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de design management, de management bienveillant, pardon. Voilà. Management bienveillant 4.0. Vaste sujet, à commencer par déjà les termes du sujet. Moi, je me suis posé cette question quand on m'a demandé d'animer cette table ronde. Alors, en cherchant les termes du sujet, je suis d'abord tombé sur une citation que j'ai envie de vous partager qui m'a semblé intéressante par rapport au thème du jour, qui est une citation de Confucius qui disait « Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie ». Donc j'aimais bien cette approche. Et ici à la Cité, je ne touchais à rien, ici à la Cité, on est effectivement dans ce rapport au travail qui nous place un petit peu dans des situations de plaisir, de découverte, d'exploration en permanence, parce qu'on est dans l'innovation, on est dans la créativité, et c'est vrai que on n'a pas forcément les mêmes termes, on n'emploie pas forcément le même vocable qui va vous être un petit peu expliqué tout à l'heure, mais on est systématiquement comment dire, dans des protocoles de travail qui régulièrement nous amènent à nous positionner en empathie, à essayer de libérer la confiance, à essayer d'introduire le droit à l'erreur, hein, à essayer de fabriquer en fait des moments particuliers en gérant des paramètres comme celui du temps, en gérant des paramètres comme celui des contraintes. Et c'est des choses que l'on met régulièrement dans nos modes de travail pour éviter de se retrouver dans des spatialités trop fortes et pour éviter d'avoir à rebondir dans plusieurs coins de la créativité avant d'atterrir véritablement sur la zone sur laquelle on souhaite investir. Voilà, je voulais introduire ça. Alors, basiquement, je vais vous lire deux définitions. Le management, d'abord, qui est une discipline relativement récente, qui se confond avec la gestion d'entreprise. Il a pour vocation la planification, l'organisation, la direction et le contrôle d'une organisation afin qu'elle atteigne ses objectifs. Ça, c'est une définition du Larousse. La bienveillance. La bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Et le terme est calqué sur le latin benevolence, qui par la suite a donné le doublet lexical bénévolence. Voilà. On retiendra une disposition favorable envers autrui. Alors quand on associe les deux, ça fait finalement une discipline un petit peu globale qui s'applique dans l'entreprise, qui est celle du management, et qui est dirigée a priori sur le bien et le bonheur d'autrui. Donc c'est comme ça qu'on essaye a priori d'aborder ce sujet aujourd'hui. Alors on entendra dans l'ordre Sandrine Berger-Douce, qui nous parlera, qui est professeure à l'école des mines et qui nous exposera des retours d'expérience et des partages d'expérience qu'elle a avec les entreprises. On entendra ensuite Maude Cudraz, qui s'occupe de la direction qualité, sécurité, environnement chez Guichon Valve. Ensuite, on écoutera Francine Fouassier, qui est directrice adjointe des ressources humaines et performance et innovation, performance sociale et innovation chez Enedis. Ensuite, on ira du côté de Jérôme Chambu, qui est donc co-animateur du groupe InnovOn. Et on terminera avec Indiana qui est Design Thinking Manager chez InProcess. Voilà. Donc moi, je reprends juste ce que je viens de vous redire. J'ai noté quelques enjeux en préparant cette table ronde. J'ai noté notamment que le management, je vais la refaire, hein, design management, je suis désolé, je suis tellement imprégné. Le management bienveillant ne doit pas être inscrit dans une logique court-termiste. C'était ce que rapportaient un peu les propos et les échanges que j'ai pu avoir avec d'autres managers, qu'il y avait une logique de temps court et de temps long qui était en tension dans cette approche. Bienveillance, est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est une compétence? J'aimerais qu'on essaye d'y répondre tous ensemble. Bienveillance dormante ou active? Est-ce qu'on est effectivement sur quelque chose qui est publié, appelé, éduqué, fabriqué? Ou est-ce qu'on est effectivement sur des qualités humaines inhérentes à la personne? Alors les grands ingrédients que j'ai relevés au fur et à mesure de mes pérégrinations, c'était la confiance, l'empathie, le sensible, le droit à l'erreur, je l'ai rappelé tout à l'heure. Le double flux, c'était intéressant aussi que le manager et le manager puissent témoigner de cette bienveillance des deux côtés, et notamment dans le droit à l'erreur, qu'on puisse avoir une réciprocité dans ce genre de rapport. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre qui ressortait de très intéressant? Bienveillance et exigence ne s'opposent pas. Être bienveillant n'induit pas la mollesse, parce que
c'est ce genre de choses aussi qui questionnent. On se dit, mais finalement, est-ce que c'est pas être un petit peu en retrait, afficher une forme de faiblesse, etc. Donc non, la bienveillance et l'exigence peuvent aller de pair. Est-ce que c'est un phénomène aussi à la mode? Parce qu'on entend beaucoup ce mot hein, qui ressort de partout. Il est beau, alors c'est vrai qu'on le place un petit peu assez facilement. Alors, ce qui est dit aussi, c'est que c'est une époque naissante autour de la bienveillance, qu'il est question notamment aujourd'hui de plus parler des conséquences que sont le stress, les situations traumatiques au travail, etc., mais plutôt de parler des remèdes. Donc la bienveillance est positif. C'est une façon positive finalement de regarder en fait ce qui nous concerne dans ces mutations du travail, puisqu'il est question de ça aussi dans cette biennale. Alors, j'ai une question moi aussi que je vous pose. Est-ce qu'il existe une formation pour être bienveilleur? Est-ce qu'il existe des techniques pour atteindre ça? Donc voilà, je vous mets en tension par rapport à ce que je rencontre. Hein. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va essayer d'aborder ensemble cette question du management bienveillant. Et puis, il y a quand même 4.0 derrière. Alors, ce 4.0, il nous a chiffonné hein, dans la préparation de cette table ronde. Et ça suppose le digital, et ça suppose l'intervention du digital dans des interactions humaines. Alors, qui prend le lead sur qui? Est-ce que c'est le digital qui conduit la pratique humaine? Est-ce que c'est la pratique humaine qui asservit la technologie pour augmenter ces relations? Peut-être que dans un deuxième temps, on ira sur ces champs-là. Voilà. Avant de vous laisser démarrer, je vais citer encore 2 exemples que j'ai trouvés. Une opération qui s'appelle Ça se discute chez Mars Chocolat. Donc tous les 6 mois, il y a une discussion ouverte qui s'organise entre le PDG, par exemple, et ses salariés, où on peut tout aborder. Et on peut aborder des questions en direct avec le PDG du groupe, et non plus avec son N+1 ou sa hiérarchie. Donc c'est des temps qui sont rappelés tous les 6 mois. Alors chez HCL Technologies, la version Inde, hein, c'est la direction indienne de l'entreprise, il y a un forum qui s'appelle You and I, où c'est pareil, on peut appeler en fait par des questions qui sont anonymes, des problématiques rencontrées dans son travail au quotidien, et donc n'importe quel manager est habilité à répondre, toujours pareil, d'une manière anonyme. Mais l'idée, c'est vraiment avoir un échange entre le corps managérial, le corps employé, et puis il y a des réponses et des questions qui se rencontrent. Chez Intuit, ils introduisent tous les 2 mois la fête de la défaite. C'est-à-dire que tous les projets qui n'ont pas pu rencontrer le succès sont publiés et on tourne la page collectivement. C'est-à-dire que là, on en fait véritablement un moment spécifique, spécial, et on partage l'erreur avec les personnes qui ont porté le projet, qui n'a malheureusement pas rencontré son marché. Chez Leroy Merlin, il y a le programme Vision, où les salariés co-définissent en fait ensemble la stratégie de l'entreprise et essayent de baliser les objectifs que peut se donner la marque pour atteindre certains marchés. Chez Morningstar, qui est une entreprise qui s'occupe des tomates et de la transformation des tomates aux États-Unis, pardon, les salariés ils négocient entre eux des contrats d'engagement. Et c'est eux-mêmes qui se fixent entre eux les objectifs professionnels qu'ils doivent atteindre. Donc il n'y a pas de hiérarchie qui intervient dans ce niveau-là de définition du contrat. Et puis chez Fiat Brésil, et je terminerai là-dessus, on déclare son humeur chaque matin. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu Ma vie de courgette, mais dans Ma vie de courgette, tous les jours, les élèves, les résidents de l'orphelinat disent de quelle humeur ils sont avec des petits nuages ou du grand soleil. Bon, voilà. Et au Brésil, chez Fiat, on fait la même chose. Voilà, je vais laisser la parole et j'arrête de monopoliser le temps. Donc, on va commencer par Sandrine Berger-Douce, qui, je rappelle, est enseignante à l'École des Mines et qui va nous parler de management bienveillant. Oui, vous m'entendez? Bonjour à tous. Ça va arriver. Celui d'après, oui. Voilà, donc je vais vous parler très rapidement de bien-être au travail et de performance globale en PME, qui est un des sujets sur lesquels on travaille au sein du département management responsable et innovation, dont je suis la responsable au sein de l'École des Mines de Saint-Étienne. Donc le bien-être au travail, avant de parler de performance, c'est évidemment un sujet au cœur de l'actualité. Vous êtes sans doute nombreux à avoir suivi la publication la semaine dernière de l'enquête Parlons Travail,
de la CFDT, qui revient très largement, bien évidemment, sur ce thème, sans vous abreuver de chiffres, quelques faits marquants qui me semblent intéressants. Près de 77% des salariés français aiment leur travail, 57,5% y prennent du plaisir, 55,7% sont fiers de ce qu'ils font. Pour autant, tout n'est pas si rose dans les entreprises, dans nos organisations diverses et variées. Si on regarde effectivement d'autres résultats de cette même enquête, donc de grande ampleur, qui est de ce fait intéressant, une personne sur 3 considère que le travail nuit à sa santé. 44% disent ressentir souvent des douleurs physiques. 34% dorment mal. Et 36% ont déjà fait un burn-out, ou syndrome d'épuisement professionnel. Toujours pour information, 3 millions de Français seraient finalement en risque élevé de faire un burn-out. Sachant que le burn-out, ce n'est pas la seule manifestation du mal-être au travail, parce qu'il faudrait aussi associer le bore-out, dont vous avez sans doute entendu parler, qui lui est lié à l'ennui, en fait, au travail, ou encore le brown-out, qui est associé à un manque de sens. Donc on ne trouve pas de sens, en fait, au travail que l'on fait. Donc un sujet au cœur de l'actualité et aussi au cœur, on va dire, d'un certain nombre de recherches en France et ailleurs. Vous avez sans doute entendu parler de la méthode danoise. Donc si on s'intéresse effectivement au bien-être au travail et à la performance, pour le coup, dans les entreprises, on en vient souvent effectivement à citer le cas du Danemark comme étant exemplaire. Alors pourquoi exemplaire ? Parce que 45% des salariés danois se déclarent hautement satisfaits de leur travail, ce qui place le pays en tête du classement Eurostat 2013 sur cette question. Et finalement, si on gratte un petit peu plus, ce qui expliquerait la performance danoise, ce serait avant tout une méthode de management efficace. Donc il ne parle pas de management 4.0, de management bienveillant, il parle juste de management efficace. C'est quoi un management efficace ? C'est finalement la capacité à définir un projet porteur de sens et la capacité aussi et surtout à mobiliser les salariés derrière ce projet. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, je vais simplement vous montrer ce que ça peut donner dans un type d'organisation dont on parle en général un peu moins sur ces sujets, que sont les PME-PMI. Or, les PME, c'est notre tissu économique central, et c'est vrai que quand on lit notamment les recherches académiques sur ces thèmes, on retrouve systématiquement plus ou moins les mêmes exemples, donc de très grands groupes en général. Voilà. Donc, tout ça pour enfoncer un petit peu plus le clou et insister sur le fait que cette question de bien-être au travail, c'est un objet d'étude, et ce pour toutes les organisations. Je n'aurai pas le temps ici d'en parler, mais au sein même de Mines Saint-Étienne, on a ce type de démarche et on réfléchit et on travaille à la qualité de vie au travail depuis maintenant 2012. Donc c'est pas uniquement alors, ni un effet de mode, ni une question réservée aux très grandes entreprises. Donc, focus sur les PME-PMI en quelques mots. Donc, je voudrais parler d'une entreprise avec laquelle je travaille depuis plusieurs années dans le cadre de mes recherches, qui s'appelle Pocheco, qui est un fabricant d'enveloppes, qui compte une centaine de salariés et qui fait un chiffre d'affaires d'à peu près 20 millions d'euros. Donc, ils sont vraiment dans le monde industriel. Que nous apprend finalement cet exemple de Pocheco s'agissant du bien-être au travail, qui est bien évidemment placé au cœur en fait, d'un sujet beaucoup plus large qui est la responsabilité sociétale des organisations. Donc le bien-être au travail n'étant qu'un levier parmi d'autres pour exprimer en fait, cette responsabilité sociétale, et responsabilité sociétale qui est surtout envisagée, appréhendée comme un levier de compétitivité, donc de performance globale. J'y reviendrai juste après. Donc, que se passe-t-il dans cette entreprise industrielle ? Eh bien, il y a effectivement une volonté très forte du dirigeant et de ses équipes à s'impliquer dans cette question du bien-être au travail. Concrètement, ils ont un projet pour l'entreprise, ils partagent ce projet. Donc, l'entreprise a été reprise il y a maintenant quand même quelques années, et c'est le dirigeant effectivement qui a mis en place cette politique. Il est extrêmement important, bien sûr, de se rassembler autour de valeurs fortes, qui sont alors directement inspirées, en tout cas dans le cas de Pocheco, du développement durable, donc des principes du développement durable. Autre point extrêmement important, répondre aux besoins de sens, aux besoins de reconnaissance.
Donc c'est ce qu'on retrouve aussi bien évidemment dans les très grands groupes, mais là c'est particulièrement prégnant du fait effectivement d'une gestion de proximité si caractéristique des PME-PMI. Autre élément qu'on peut également citer, permettre à chacun de mieux se connaître, notamment en favorisant des activités, on va dire, hors du métier principal des collaborateurs, donc des activités pour se rencontrer et pour effectivement agir sur des sujets qui leur tiennent particulièrement à cœur, en l'occurrence le reboisement, par exemple. Et puis un autre élément aussi, gérer les talents, parce qu'effectivement, dans les PME, parfois, ça peut être un petit peu difficile d'évoluer, entre guillemets. Et donc, ils travaillent beaucoup, effectivement, sur l'employabilité. Ils sont aussi extrêmement ouverts sur l'extérieur. Donc, bien-être au travail, un levier de performance globale. Donc, je vais essayer d'illustrer simplement cette performance globale. Qu'est-ce qu'on entend par performance globale? Ah, c'est un peu écrasé, c'est pas grave. Donc, une performance globale, c'est une performance qui est bien évidemment économique, mais qui est aussi environnementale, sociale et sociétale. Non. Donc, c'est une approche qui est, on va dire, communément admise dans nos communautés de recherche académique, donc qui s'inspire bien évidemment aussi de la norme qui fait référence en la matière, la norme ISO 26000, qui a été publiée fin 2010 sur la responsabilité sociétale des organisations, et qui prend en compte effectivement tous ces éléments. Donc le cas de Pocheco est à ce titre assez exemplaire puisqu'il rassemble effectivement tous ces éléments de performance. Une performance économique, c'est une entreprise qui est en bonne santé financière. Le dirigeant aime à répéter d'ailleurs que finalement c'est cet engagement envers le développement durable qui a sauvé sa boîte, je le cite. Donc une santé financière qui lui permet effectivement aussi de développer un certain nombre d'initiatives, c'est important. Une performance bien sûr environnementale. C'était le point d'entrée du dirigeant. Quelques exemples très rapides, une autarcie en ressources hydriques pour la PME, ou encore une limitation systématique des impacts de l'activité industrielle sur l'environnement naturel. Il faut savoir que l'entreprise est située en milieu rural, donc dans un village. Une performance sociale aussi importante, bien sûr du point de vue des collaborateurs, avec une réelle fierté d'appartenir à cette entreprise, et une performance aussi, qui est une performance plus du dirigeant, de l'entrepreneur, donc ça c'est spécifique aux PME, puisque effectivement il est lui aussi bien sûr très fier de son entreprise, mais il est totalement convaincu par ce qu'il fait, et il prépare bien évidemment la transmission de son entreprise. Il a une petite cinquantaine d'années, il est jeune, mais néanmoins il a pour objectif de céder l'entreprise à ses salariés. Et enfin une performance sociétale. Donc, que fait finalement une entreprise de cette taille avec un dirigeant convaincu à sa tête vis-à-vis de la société civile? Eh bien, il va diffuser en fait les bonnes pratiques qui ont été expérimentées au sein de la PME, avec des succès, avec des échecs. Et comment diffuser ces bonnes pratiques? Par des portes ouvertes, par des visites d'entreprise. Il y a 3 visites à peu près par semaine. Donc, il faut organiser tout ça. C'est un petit peu compliqué maintenant. Ils sont victimes de leur succès. Le dirigeant a lui-même rédigé 2 essais que vous pouvez trouver en librairie, pour expliquer effectivement sa démarche, son engagement, et surtout le pourquoi ça fonctionne et quel est le retour sur investissement. C'est souvent une question qu'on lui pose, donc tout est chiffré. Et enfin, une performance aussi sociétale par une diversification des activités de l'entreprise. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, fabrique des enveloppes de mise sous pli automatique. Donc une diversification vers des activités de conseil en économie. Donc l'économie, c'est un principe qui signifie en fait qu'il est plus économique de travailler de manière écologique que de ne pas le faire. C'est une formule de Corinne Lepage. Voilà. Pour ce petit exemple très rapide qui effectivement nous montre que, illustre en tout cas que le bien-être au travail, c'est un levier de performance, et qui plus est de performance globale. Et dans le cas effectivement aussi des PME, PMI, donc bien sûr c'est un cas qui se veut exemplaire, même si il y a aussi des échecs, donc ils ont expérimenté des choses qui fonctionnent moins bien, et il le dit. Mais pour le coup, voilà, ça me tenait vraiment à cœur de partager avec vous cet exemple pour effectivement parler du management bienveillant. Alors lui, il ne parle pas de management bienveillant, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans la discussion, mais c'est un terme qu'il n'utilise pas. Pour lui, le management est par définition bienveillant. Un manager doit être bienveillant vis-à-vis de ses collaborateurs. Donc finalement,
pas besoin d'accoler le qualificatif de bienveillant. Alors, 4.0, je ne vais pas poser la question. Voilà. Merci Sandrine. Je propose qu'on réagisse en fait à ce qui vient d'être dit et qu'on essaye d'avoir ce rythme un petit peu d'étonnement. J'imagine que ça doit réveiller peut-être chez vous des témoignages ou des rencontres ou des expériences que vous avez pu faire de votre côté. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui souhaitent poser une question ou réagir par rapport à ce que Sandrine vient d'évoquer ? Moi, j'avais une question pour initier un petit peu, mais en écoutant, je me disais simplement comment on régule, puisqu'on ne parle pas de bienveillance, on a entendu, mais comment on régule le succès justement d'une trop grande empathie, comment on arrive à gérer justement cette montée en puissance, parce que là, on parlait de 3 visites par semaine, c'est ça ? Oui. Parce que ça commence à devenir beaucoup en termes ça devient effectivement un petit peu compliqué, donc ils ont recruté pour gérer effectivement ce succès. Alors effectivement c'est compliqué, mais ça lui tient tellement à cœur que voilà, il le gère au mieux avec son équipe, sachant qu'ils sont pratiquement à effectif stable depuis 4-5 ans maintenant, donc ça devient compliqué. Ils sont 114. Donc voilà, ils ont vraiment à cœur de le faire. Alors après, ils travaillent effectivement. Alors après, ce sont des choix aussi, c'est-à-dire que lui préfère être dans une relation très directe en fait avec ses parties prenantes. Donc il n'est pas impliqué dans des réseaux, dans des clubs, etc. Il a vraiment fait ce choix dès le départ. Donc vous le verrez ni à la CGPME, ni au MEDEF, ni dans le réseau Entreprendre, ni au CJD. Enfin voilà, il n'a pas le temps pour tout ça, donc il est vraiment focalisé, concentré sur son entreprise et sur la diffusion effectivement de ces bonnes pratiques. D'accord. Donc c'est un choix. Est-ce que parmi vous il y a des réactions ? Bonjour. Vous avez qualifié dans votre propos introductif la notion de management efficace. Oui. En parlant de capacité à donner du sens, capacité à mobiliser, capacité à atteindre des objectifs. Il n'est pas fait référence à la notion de frugalité, c'est-à-dire l'efficience, la capacité à atteindre l'objectif sous contrainte de moyens et en limitant la consommation des moyens. Comment est-ce que vous intégrez cette dimension ? Donc j'ai simplement cité en fait la méthode danoise dans mon propos introductif, donc c'était pas une définition en tant que telle, hein, c'était juste pour souligner le fait que notamment l'adjectif de bienveillant n'était pas mentionné, mais effectivement ça sous-entend toutes les facettes, on va dire, classiques de l'efficacité, même si j'ai été très rapide dans mon propos et ça s'est résumé à management efficace. Mais évidemment, il y a aussi cette question. Et d'ailleurs, dans beaucoup de PME, PMI, c'est ce qu'on retrouve, puisque quand elles s'engagent en fait en matière de responsabilité sociétale, elles le font avec leurs ressources qui, par définition, sont limitées. Elles ont souvent beaucoup d'envie, elles ont souvent beaucoup de motivation, mais peu de moyens. Donc, effectivement, la question de l'innovation frugale, elle est au cœur du sujet et notamment dans le cadre du département management responsable innovation à Mines Saint-Étienne, on a aussi cette approche de l'innovation responsable par le prisme de la frugalité, donc du système D et autres, quoi. Remarque aussi, ce qui vient d'être dit appelle à un repérage de la bienveillance, enfin de ce management de bienveillance, c'est-à-dire où sont les bonnes pratiques, comment les repérer, comment les remonter, comment les mutualiser en fait pour en faire un partage d'expérience en fait mutualisé au sein des entreprises, parce que c'est vrai que du coup il y a beaucoup de management bienveillant qui s'ignore puisque lui-même il ne le cite pas comme tel. Et voilà, comment on peut faire à un moment donné pour mutualiser. Peut-être que ça soulève du 4.0 finalement cette affaire, mais on en reparlera tout à l'heure. Oui, on pourra en reparler tout à l'heure, mais effectivement, sur ces sujets, je sais qu'il y a des réseaux, en tout cas, qui se mobilisent très directement. Je parlais tout à l'heure du CJD, le Centre des jeunes dirigeants. Ils ont effectivement à leur agenda ces questions de management bienveillant, par exemple. Donc là, effectivement, il y a des échanges d'expériences et il y a de l'accompagnement qui se met en place. Très bien. Pas d'autres questions ? Je propose à Maude peut-être de prendre la suite et de nous parler un petit peu de
de son action au sein de la direction qualité, sécurité, environnement chez Guichon Valve. Est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît? Et puis même la suivante encore, puisque là c'est juste l'introduction. Donc moi j'ai essayé de vous donner du sens en fait. Enfin, comment on donne le sens chez Guichon pour gagner la confiance de nos collaborateurs, leur engagement et tout ça en bienveillance. Donc une présentation hyper succincte. Donc on est une PME, 85 personnes, 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. On est dans l'industrie mécanique, on fait des robinets industriels. Rien à voir avec vos robinets de salle de bain, il faut imaginer des trucs beaucoup plus complexes qui font passer des fluides un peu casse-pieds, comme de la vapeur d'eau pour le nucléaire ou du marc café chez Nestlé. On exporte à plus de 70% dans le monde. Et donc on fait tout, donc de la conception à la fabrication, aux essais, montage essais et même mise en place chez le client. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Plusieurs choses. En fait, chez nous, déjà, la base, c'est un management collaboratif avant tout, parce qu'on pense que c'est vraiment ça qui donne du sens et qui nous permet de gagner l'engagement de l'ensemble du personnel. Alors là, j'ai donné quelques axes, mais il y en a plein d'autres. Hein. Donc c'est entre autres, comme vous avez cité Conforama, je crois, on fait la même chose, c'est-à-dire que nos objectifs annuels sont vus avec l'ensemble du personnel en collaboration. Donc la stratégie d'entreprise, même si c'est le CODIR qui l'a fait, derrière, elle est déployée avec l'aide de chaque collaborateur qui y met son grain de sel. J'ai des petites photos à chaque fois, donc il va falloir cliquer assez rapidement. Voilà, donc ça, c'est notre management en M, où on explique comment on arrive à déployer l'ensemble de nos objectifs dans les strates de l'entreprise. Et ça, c'est un résultat, c'est ce qu'on appelle un speedboat pour l'intelligence collective, c'est-à-dire mettre en action tous les cerveaux dans un service pour mettre en place les plans d'action qui vont répondre aux objectifs de l'entreprise. Et ça, c'est le résultat, qui est très, très chouette. Ensuite, on fait pas mal de groupes de travail transverses, c'est-à-dire qu'un groupe de travail va être multi-hiérarchie, multi-service, avec toujours quelqu'un qui ne connaît rien, qui va aussi être le candide du coin, qui va aussi mettre son grain de sel qui va bien. Et donc, c'est toujours dans cette façon de travailler-là qu'on avance. Et là, on pense réellement, du coup, faire collaborer différentes personnes, différents services, ce qui permet de faire des meilleures relations. Et puis, voilà, en termes d'amélioration, c'est énorme, quoi, quand on a plein de cerveaux qui bossent ensemble. Là, c'est l'exemple, quand vous rentrez chez Guichon, vous avez la photo de tout le personnel qui est là, mais qui a été là aussi. Et on les garde aussi parce que finalement, tout le monde a apporté quelque chose dans l'entreprise. Donc, pour nous, ça fait partie de l'entreprise. Et ça, c'est un exemple d'un groupe de travail, voilà, dans le cadre d'une action d'événements. On fait pas mal d'événements en interne et en externe avec l'ensemble de nos parties prenantes. Alors, on parlait aussi de l'humeur du jour. Voilà, dans mon service, on a le petit jet de Guichon, vert quand ça va bien, jaune quand ça va un peu moins bien et rouge quand ça va pas bien du tout. Et ça, je le fais minimum 2 fois par semaine avec l'ensemble de mon équipe. Ce qui me permet de sonder les uns les autres et puis que chacun s'entraide. Et puis quand quelqu'un va vraiment mal, il met son truc rouge n'importe quand dans la journée. Et là, ça fait tout de suite tilt à mon niveau en tant que manager, mais aussi pour l'ensemble des autres collaborateurs qui vont venir en soutien ou juste laisser la personne comme elle est si elle n'a pas envie d'en dire plus. Mais voilà, c'est toujours un indicateur, effectivement, dans le cadre de l'esprit d'équipe qui est important pour bien travailler ensemble. On a aussi notre charge. Ça, c'est notre taux de charge. Alors, on n'a pas pris du poids parce qu'on a grossi, c'est plutôt que, voilà, quelquefois, oui, on est très chargé. Et voilà, ça permet de se dire, un tel est effectivement vraiment chargé, est-ce que je peux venir l'aider? On a des routines managériales qui permettent aussi d'appréhender ces questions ensemble. Et puis, on a des beaux espaces pour innover, créer, donc par un designer. Je ne sais pas si, à peu près. Et voilà, dans une PME, en fait, dans l'industrie mécanique, ça ne se voit pas beaucoup. Et pour nous, c'est une vraie fierté parce qu'on va faire des réunions dans ces espaces-là. On va aussi faire des groupes de travail, comme des entretiens annuels individuels également. Voilà, on mixe, en fait, dans ce cadre-là. Ensuite, j'aimerais vous parler de notre gouvernance qui, pour nous, est vraiment bienveillante. On l'espère, en tout cas, c'est le but qu'on se donne, sans complaisance, clairement. C'est pas parce qu'on est bienveillant qu'on va tout laisser faire, qu'on va être mou, non, c'est surtout pas ça. Et ça, c'est ce qui permet vraiment de gagner la confiance aussi de chaque collaborateur. Alors, on a des valeurs, vous en avez parlé aussi, et je crois aussi toi.
Donc voilà, clairement, on a 5 valeurs et on embauche quand les gens finalement correspondent à nos valeurs, quand chaque personne va un petit peu se dévoiler, et là on va comprendre que oui, elle rentre dans ces valeurs-là et c'est important. Donc ça, c'est typiquement un arbre qui a été fait en production, où les valeurs ont été décrites en comportement observable, parce qu'après une valeur, c'est aussi une notion un peu comme ça, vaseuse. Non, le but, c'est que derrière, sur le terrain, ce soit observable par des comportements, par des façons de faire, de travailler, du savoir-être. Et donc ça a été travaillé dans chaque service dans l'entreprise. Chacun s'est exprimé sur comment on peut décrire nos 5 valeurs dans le cadre d'une action au travail. Ça, c'est en prod que ça a été fait. Puis voilà, après, on en a fait de la com, des affiches, des choses comme ça, avec des photos du personnel. Voilà, une autre de nos valeurs. On a mis aussi, alors quand vous parliez, est-ce qu'il y a une formation pour être bienveillant ? Oui, oui et non, mais je vais commencer à répondre à la question. Typiquement, l'ensemble du comité de direction s'est formé à l'amour de soi, parce qu'on ne peut pas être bienveillant si déjà on ne s'aime pas soi-même, clairement. Donc c'était déjà commencer par ça. C'est se connaître donc à travers l'amour de soi. Il y a aussi des trucs comme ProcessCom, des choses comme ça. S'il y a des RH, ils doivent connaître donc les profils de communication. Quand on est sous stress, comment on va réagir. Donc on se connaît mieux de cette façon-là. Et du coup, on sait aussi que quand on est en stress, attention, avec telle personne, il va falloir faire attention à communiquer différemment. Donc toutes les relations interpersonnelles, finalement, on les connaît un peu mieux quand on se connaît mieux soi-même, tout simplement. On fait aussi la mindfulness. Alors, on appartient à la chaire Mindfulness, bien-être au travail et paix économique, qui est à Grenoble École de Management. Et dans ce cadre-là, on travaille beaucoup de façons de manager. Et on fait tout simplement la méditation nous-mêmes. Donc, on a formé une quinzaine de personnes à la méditation chez Guichon. Et on permet au personnel d'avoir 4 séances de méditation sur le temps de travail par semaine pour justement... voilà, aussi se centrer soi-même grâce à ça. La méditation ne coupe pas. Là, clairement, le but, c'est vraiment de se centrer pour après être beaucoup plus ouvert aux autres, concentré, et c'est rentrer dans cette façon-là d'être qui est tellement, tellement meilleure pour tous. Et pour finir, donc ça, c'est nos salles de méditation. Voilà. Alors, à savoir aussi que c'est valable pour toutes nos parties prenantes. Moi, j'ai fait méditer des clients, des fournisseurs, des écoles, voilà... même des banquiers. Enfin voilà, donc on ouvre vraiment nos espaces à tout le monde, à toutes nos parties prenantes, et même gratuitement pour que les gens, quand vous avez vu les photos tout à l'heure, on ouvre ça à n'importe qui, justement pour faire rentrer n'importe qui dans les entreprises et l'industrie et faire connaître l'industrie. Et pour finir, le comité de direction, mais ça j'en ai parlé, donc les autres formations. Et puis plein de choses. En fait, on fait aussi des inclusions quand on fait un groupe de travail. On fait une inclusion au début pour inclure l'ensemble des gens dans le groupe, parce que vous savez qu'il y a ceux qui parlent tout le temps, puis il y a ceux qui ne disent jamais rien. Donc c'est s'assurer que tout le monde est bien inclus dans un groupe. Et enfin voilà, donc je vais m'arrêter là, sinon j'en ai pour 3 heures. Voilà. Waouh. On a tous envie de faire de la mécanique industrielle maintenant. Merci Maud. C'est le but. Je vous propose de faire comme on a fait avant, c'est-à-dire de peut-être réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. J'ouvre le bal avec une première question, parce que vous avez... Alors, il y a beaucoup d'exemples, on a entendu beaucoup de choses, c'est très riche. Moi, j'ai retenu quelque chose qui était de dire on essaye d'aller sur les 5 valeurs qui font sens chez nous quand on recrute quelqu'un ou un futur collaborateur. Est-ce qu'il y a une chance au progrès ? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, si j'ai 3 feux verts sur 5, vous m'autorisez à méditer avec vous et puis à monter dans l'ascenseur de l'entreprise pour essayer d'acquérir les 2 valeurs qui me manquent, ou comment ça se passe ? Oui, alors, j'ai dit ça, le but, c'est finalement, c'est aussi tout simplement l'occasion de discuter avec les futurs membres du personnel qu'on aimerait embaucher. Donc, avec ces personnes-là, d'aller discuter, d'aller sur un terrain professionnel, mais aussi personnel, parce que finalement, on peut aller sur les 2. On le fait en bienveillance. Le but, c'est pas effectivement de les piéger, mais ça nous permet déjà de nous donner des indications sur un savoir-être. Et pour nous, finalement, le savoir-être est plus important pratiquement que les compétences, que le savoir-faire. Parce que le savoir-faire, finalement, ça s'acquiert. En plus, chez Guichon, il faut quelquefois 2, 3, 4 ans pour avoir quelqu'un de vraiment opérationnel, tellement on est sur un métier spécifique, qu'on va s'attacher surtout au savoir-être avant le savoir-faire. Voilà. Et donc, c'est l'occasion, en fait, d'aller là-dedans, surtout. Merci. J'imagine qu'il y a des questions. Alors oui.
Bonjour. Moi, j'ai une question. Avez-vous déjà un retour au niveau de la performance ou même au niveau de la satisfaction dans vos entretiens annuels sur tout ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui que c'est efficace dans votre entreprise? Alors, on fait une enquête de satisfaction du personnel toutes les années. La dernière fois qu'on l'a fait, donc c'était il y a 6 mois, on avait 95% du personnel satisfait ou extrêmement satisfait. Donc on est plutôt content. La fois d'avant, c'était 91, donc enfin voilà, ça grimpe. On a aussi un taux d'absentéisme à entre 1 et 1,5%. Donc quand il dépasse 3% chez nous, c'est sonnette d'alarme, catastrophe, qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà, vous savez quel est le taux d'absentéisme en moyenne dans d'autres entreprises, et c'est vrai qu'il est relativement bas chez nous. D'autant plus que, ça je n'ai pas dit, mais on autorise notre personnel à être absent 3 jours de suite sans autorisation médicale, juste parce qu'il n'est pas bien. Donc il y a des choses comme ça qui font qu'on donne vraiment cette confiance au personnel. Voilà, et qu'est-ce que je peux vous citer d'autre? Lors des entretiens annuels individuels, effectivement, qui sont faits chaque année, on demande au personnel qu'est-ce qu'il pense de son supérieur hiérarchique, comment il se sent dans l'entreprise, qu'est-ce qu'il pense de la responsabilité sociétale, puisque pour nous, c'est notre stratégie, la RSE. Donc on a tout ça aussi, ces questions-là, lors des entretiens. Et ça nous fait du grain à moudre. Hein. Voilà. Et on arrive à attirer des talents. Donc c'est surtout là aussi qu'on voit le bien fondé de tout ça. C'est qu'on attire des jeunes. Je renchéris sur ce qui vient d'être dit sur la compétitivité et puis sur la productivité des salariés, sur le fait qu'un exemple récent que je lisais, au Brésil toujours, les salariés de je ne sais plus quel groupe s'engagent en fait sur un contrat d'objectif, mais vis-à-vis des autres salariés et vis-à-vis du reste de l'entreprise, en définissant leur temps passé, leurs propres objectifs et même une partie, je crois que c'est à 90% leur salaire, le salaire qui correspond à la tâche en fait sur laquelle ils s'engagent. En revanche, s'ils n'atteignent pas le résultat, ils doivent se justifier devant l'ensemble de l'entreprise, c'est-à-dire y compris leurs pairs et leurs salariés qui viennent et qui leur demandent en fait des comptes sur pourquoi et comment et c'est quoi la démarche de progrès qu'on peut mettre ensemble pour atteindre en fait l'objectif. Mais ça rejoint un petit peu ce que vous venez de dire. Et ils affichaient un taux aussi un peu soviétique, à l'instar de ce que vous avez évoqué tout à l'heure sur le niveau de compétitivité, c'est assez incroyable. Voilà. J'avais une question juste. Est-ce que vous auriez la gentillesse de nous dire quelles sont les 5 valeurs? Donc le professionnalisme, l'esprit d'équipe, la combativité, l'enthousiasme. Il m'en manque une ou pas? Oui. Donc esprit d'équipe, combativité, enthousiasme, authenticité, pardon. La dernière qui est très importante parce qu'elle vient contrebalancer les 4 premières. C'est qu'on a le droit de dire merde à son patron de temps en temps. Est-ce que parmi vous, alors, mais en haut ici. Bonjour. Quel est l'élément déclencheur pour mettre en place une telle politique et comment se fait l'accompagnement au changement pour avoir l'adhésion de tous, même des salariés, parce que ça peut bousculer de parler méditation. Voilà. Alors, on n'a pas l'adhésion de tous, hein. C'est pas non plus le tableau fantastique. Non, évidemment, on a certains membres du personnel qui sont là en disant mais moi je suis là pour faire de la vanne et pour usiner mon métal, et la méditation, à quoi ça sert? Enfin voilà, le job c'est le job et ça c'est pas le job. Donc, on en a encore des personnes comme ça. C'est pas un problème en fait pour nous. C'est typiquement quelque chose qui doit venir de soi. Et finalement, l'adhésion, elle va se faire petit à petit comme ça, naturellement. Donc on commence par 10, 15, 20 personnes qui sont enthousiastes et qui, spontanément, du coup, vont simplement transmettre leur bonheur de vivre ça. Et c'est comme ça que ça se fait. Donc on ne force pas le personnel, surtout pas à aller typiquement méditer. Ça c'est clair que non. Ce serait, je dirais même, contre la bienveillance. Et après, d'où ça vient? Clairement, ça vient du dirigeant. Là, c'est évident. Donc notre dirigeant qui est Thierry Perrier, qui a pris l'entreprise en 2003 et qui avait, je pense, fondamentalement cette conviction en lui. Donc qui a commencé à travailler sur ces aspects-là, mais vraiment sporadiquement, petit à petit, comme ça. Et finalement, les gens ne s'en rendent pas compte parce que c'est la culture d'entreprise qui devient comme ça. Et voilà, et ça se fait comme ça. Et donc après, c'est à l'embauche, parce que là, du coup, les embauches sont importantes.
Et plus après on communique, plus on embauche, et hop, ça y est, ça grossit, et c'est ce qui se passe, quoi. Mais effectivement, là, pour moi, le dirigeant a cet impact-là, hein. La gouvernance en elle-même, si elle ne porte pas ces valeurs-là et cette conviction, ça aura beaucoup plus de mal à prendre, hein. Merci. Bonjour. En quoi le droit du travail est-il un frein, une aide, voire tout simplement est-il compatible avec une telle approche? Je pense en particulier aux institutions représentatives du personnel. Eh ben, pour nous, c'est c'est un déclenche. Enfin, je vais prendre un exemple tout bête. Je suis arrivée chez Guichon en octobre 2012. Et en janvier 2013, je rentre dans le bureau de mon DG et je lui dis Thierry, on a un souci, il y a un truc qui s'appelle pénibilité. Et il me fait ah bon, pourquoi on a un souci? Je dis parce qu'il faut le faire, quoi. Là on est, enfin voilà, moi voilà, code du travail, pénibilité, il faut que je fasse mon enquête pénibilité, que je déclare, etc., enfin branle-bas de combat. Et il me fait mais transformons cette contrainte en opportunité. Moi je m'en fiche de la pénibilité, ce que je veux c'est le bonheur au travail, c'est le bien-être. Donc, vous allez faire quelque chose. Maud, il me dit, vous n'allez pas parler de pénibilité, ou si vous voulez, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment on peut lier la performance et le bien-être au travail. Point. Et c'est de là qu'on a lancé nos enquêtes auprès de 100% de notre personnel sur voilà, les conditions de bien-être au travail. Et à la fin, il y avait les questions sur les 10 critères de pénibilité, quoi. Mais il y en avait 100 avant sur le bien-être. Voilà. Alors, je vais être obligé de reprendre le temps de parole pour pouvoir poursuivre. Voilà. Donc après l'open méditation, on va aller sur un nouveau sujet qui va nous être présenté par Francine Foissier, donc, qui est directrice adjointe ressources humaines et performance sociale innovation chez Enedis. Voilà, donc Enedis, anciennement ERDF, filiale d'EDF. EDF, on n'est pas une petite entreprise qui vient d'être créée. EDF, c'est une jeune femme de plus de 70 ans avec son histoire que certains connaissent, ses particularités, et une entreprise qui est passée d'une structure très hiérarchique, pyramidale, à des structures qui sont certes encore avec des managers, mais beaucoup plus assouplies et beaucoup plus dans un management coopératif et management, je vais dire, bienveillant. Alors, nous sommes aussi passés à certains endroits par de la formation sur ce que l'on appelait la communication bienveillante, là où on considérait que c'était utile. Mais on est surtout dans l'application des valeurs, malgré tout historique de l'entreprise, des valeurs de service public, des valeurs de respect. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, se respecter soi-même pour d'autant mieux respecter les autres, ça c'est une force au sein de l'entreprise. Sur le travail collectif, et ce sont des éléments, des valeurs qui sont très importantes, notamment sur le recrutement. Pour pouvoir effectivement faire en sorte que tout nouvel arrivant dans l'entreprise puisse très facilement s'intégrer dans ces valeurs. D'autant que nous avons eu un renouvellement générationnel, mais massif ces dernières années, faisant qu'en l'espace de 10-15 ans, en tout cas moi sur l'unité direction régionale Sillon-Rhodanien, nous aurons eu quasiment la moitié du personnel qui aura été renouvelé. Donc une arrivée massive de nouvelles générations, de nouveaux états d'esprit, de nouvelles attentes en matière de travail, de confiance au travail, de reconnaissance dans le travail, ce qui fait que ça nous a un peu bousculé et ça nous a amené à changer un peu nos modes managériaux. Alors, on s'est engagé sur différents axes avec un travail qui a été et qui est toujours très fortement centré sur la ligne managériale à divers titres. C'est qu'on peut bouger les lignes à partir du moment déjà où tous les managers sont acquis à la cause, ont compris le sens de ces évolutions et pourquoi ils devaient changer leurs pratiques managériales, leur fonctionnement, leurs relations avec les équipes. On s'est appuyé également sur le travail. Nous avons eu une thésarde qui a travaillé chez nous pour préparer sa thèse, qui a observé et qui nous a fait très très régulièrement des retours sur ce qu'elle observait. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie modification de la relation au travail et qu'il fallait que chaque salarié en tienne compte, mais que chaque manager en tienne compte aussi. Et qu'on retrouve des échanges naturels autour du travail. Une des remarques qui était flagrante, c'est que dans des réunions, on parle objectif, on parle prévention, puisque nous sommes très très sensibles à la prévention dans nos métiers,
mais on ne parlait plus de travail au quotidien et du travail opérationnel de chacun des salariés, et que c'était un des éléments que chacun attendait, que ce soit aussi bien les jeunes qui arrivent parce qu'ils sont à former, que les anciens, parce que c'est leur travail, c'est leur vie, et ça fait pour certains un paquet d'années qu'ils y sont. Donc déjà, cette relation au travail, non pas critiquer seulement l'approche des jeunes générations qui n'ont pas la même relation au travail, génération Y, etc., mais déjà dans notre fonctionnement au quotidien, retrouver un geste simple que de parler travail avec les salariés, de dire merci, de dire tu as fait du bon boulot, ce que tu as fait c'est super, tu nous as amené là une idée, une innovation, on va pouvoir la porter à l'ensemble des directions régionales et elle va être démultipliée partout, de valoriser les innovations, d'inciter à déposer des idées. Et là on a revu entièrement notre politique en matière d'innovation où on challengeait les salariés sur des dépôts d'idées. Mais on s'est rendu compte que finalement, il y en avait très peu, voire quasiment aucune, qui débouchait véritablement sur de l'innovation. Donc on a voulu inverser un peu les choses et faire de dire arrêtons de déposer des idées. Nous sommes 25 directions régionales Enedis en France et peut-être 25 fois des mêmes idées étaient déposées, mais travaillons ensemble, soyons sur du travail collaboratif et chacun peut participer à son échelle. Je peux déposer une idée, n'importe qui de France peut renchérir, dire que c'est une bonne idée, compléter, contribuer pour aboutir dans un processus d'innovation ou dire que l'idée est complètement absurde. Et puis peut-être que ce n'est pas mon idée, mon projet qui va déboucher, mais celui d'un technicien ou d'une autre personne qui aura une idée similaire et qui sera arrivé à la développer différemment. Et ce, à tout niveau, et n'importe quel niveau, n'importe quel secteur géographique peut répondre sans qu'il n'y ait plus une seule contrainte hiérarchique. Alors on est encore au début. Cette plateforme collaborative en matière d'innovation, nous l'avons en plus portée, testée pour le compte d'Enedis National au mois de mai l'année dernière. Elle est maintenant généralisée, il faut que ça continue. Mais c'est vraiment là déjà un des gestes importants. Et puis dans le management bienveillant, on dit souvent que dans une population de salariés, dans une entreprise, on a en général 20% de salariés qui sont engagés et qui le seront toujours, quasiment quoi qu'il arrive. 10% qui ne le sont pas et qui ne le seront quasiment jamais, quoi que l'on fasse, et que les managers s'épuisent souvent à essayer de les tirer, c'est compliqué, mais il faut quand même faire avec eux. Et puis le reste, 70% qui est engagé si ça leur va bien, s'ils ont la rémunération qui va bien, s'ils ont la reconnaissance qui va bien, si c'est l'équipe qui va bien, etc., mais sur lesquels on peut compter tous ensemble. Cet engagement, il est important, on le mesure, je pense comme dans beaucoup d'entreprises maintenant, on a des enquêtes qui nous permettent de mesurer l'engagement et surtout l'évolution, ce n'est pas la note en tant que telle qui est importante, mais on travaille à cette évolution et on travaille beaucoup sur cette ligne managériale pour emporter tout le monde. Et quand on a des situations un peu particulières, eh bien, nous prenons des mesures particulières, c'est-à-dire qu'on fonctionne avec déjà un comité, ce qu'on appelle le CMA, le cercle multi-acteurs, qui se rencontre tous les 2 mois. Notre cercle multi-acteurs, il est composé de RH, d'une collaboratrice qui est missionnée vraiment qualité de vie au travail, avec un rôle important en lien avec les RH et en lien avec la prévention santé au travail, avec des membres de CHSCT, avec des chefs de service, et puis avec des agents qui, à titre personnel, individuel, avaient envie de contribuer à ce cercle multi-acteurs. Et nous évoquons divers sujets qui peuvent être autour de prévention, de politique qui rentre dans l'entreprise, d'une problématique sur une équipe. Nous commentons les résultats autour de l'enquête d'engagement pour pouvoir recueillir leurs réflexions, leurs suggestions et enclencher derrière des groupes de travail pour avancer. Quand on a une situation problématique avec un salarié quelque part qui n'est pas bien, qui peut-être même pollue l'ambiance et la qualité de vie au travail du groupe, nous faisons ce que nous appelons une cellule ad hoc. Et là, on réunit RH, éventuellement le médecin du travail, l'assistante sociale. Il peut y avoir aussi l'organisation syndicale, le syndicat qui va défendre cet agent-là. Et on va essayer, le manager bien évidemment, et on va essayer de trouver ensemble une solution pour remettre sur un pied d'optimisme et d'activité effectivement ce salarié qui aurait décroché et qui ne serait plus du tout aux attendus. Donc voilà quelques exemples. Nous avons aussi... Je rebondis sur cette notion de formation qui me semble importante parce qu'il faut aussi amener de la matière quand on veut faire bouger un peu les lignes et faire évoluer les choses. Nous avons engagé toute une action de sensibilisation à ce qu'on appelle les signaux faibles pour que les managers puissent identifier qui est bien, qui n'est peut-être pas bien. Nous avions fait ces tableaux avec les petits soleils individuels, l'état d'esprit du jour, mais au fil du temps, ça se dilue
et ça devient moins efficace, ou alors on n'a pas su en maintenir le niveau de motivation. Mais en tout cas, on travaille effectivement sur la sensibilisation des managers pour identifier des risques, des signaux faibles, pour pouvoir les traiter le plus rapidement possible avant que les situations ne se dégradent. Nous avons sensibilisé nos managers à la détection de signaux faibles autour des addictions. C'est un sujet qui est à la fois compliqué et sensible, mais avec un renouvellement massif et une entrée massive de jeunes, nous nous sommes trouvés confrontés de plein fouet avec cette problématique et il fallait la prendre en compte dans nos métiers qui présentent pour la très large majorité des risques électriques. Merci beaucoup, Francine. Donc, pareil, même combat. On continue ensemble à discuter sur ce qui vient d'être dit. Moi, j'ai noté deux choses qui ont attiré mon attention. C'est la troisième remarque qu'on a. Donc, on a eu les portes ouvertes tout à l'heure de l'entreprise, de la première entreprise. On a, si j'ai bien compris tout à l'heure avec Maud, des méditations qui pouvaient être aussi ouvertes sur l'extérieur, au public. Et puis, on a l'exemple là, qui vient de nous être donné de cette thésarde qui est venue et qui a apporté un peu ce regard dans l'entreprise. Moi, j'aime beaucoup cette part de hasard en fait, que supposent ces rencontres qui font émerger un peu de sérendipité là-dedans, qui peuvent apporter de la curiosité, qui peuvent apporter des pratiques venues d'ailleurs, qui peuvent apporter un regard un peu singulier en fait, sur les pratiques. Donc je pense que là, on a quelque chose qui est intéressant et qui est récurrent dans les trois exemples. Et puis, j'ai noté augmenter le périmètre. Augmenter le périmètre qui est ce que vous évoquez là, c'est-à-dire, là je vais sur le 4.0, c'est-à-dire comment on fait pour relier les énergies, pour aller chercher en fait les différentes contributions ailleurs et rendre plus lisibles, plus visibles les différentes pratiques qui finalement sont calcables, enfin on peut les comparer. Voilà. Donc là, j'appelle aussi, parce que je sais que parmi vous, il y a des acteurs qui sont dans ces énergies-là. Je reviens sur le premier temps, qui est la notion de porte ouverte, de collaboration ouverte, et de laisser peut-être un espace dans son espace de travail ouvert sur le grand public. Est-ce que parmi vous, il y en a qui pratiquent ça, et est-ce qu'il y a déjà des effets qui se mesurent? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'interfacer comme ça avec d'autres publics qui ne sont pas des publics internes, mais des publics externes qui viennent s'emparer pendant un temps ou sur des temps donnés de vos espaces de travail et de vos relations de travail? Ou si vous voulez simplement réagir à ce qui vient d'être dit aussi, tout simplement. Oui. Bonjour. Donc j'aime beaucoup ce qui a été dit jusqu'à présent sur toutes ces politiques, ces mises en place plutôt formation, plutôt RH pour changer les choses dans l'entreprise. Et je représente l'entreprise Steelcase qui est spécialisée dans l'aménagement d'espaces de travail. J'ai entendu un tout petit peu tout à l'heure le fait que l'espace, un bon espace pouvait changer un peu les choses. Et donc moi, je suis évidemment bien convaincu de cela. Je ne suis pas là pour faire de la pub, ce n'est pas du tout mon rôle. Mais je voulais savoir si vous, dans ces entreprises-là, qui sont... Est-ce qu'il y a eu en fait une politique aussi et des idées et des choses qui ont été mises en place pour changer les espaces de travail, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être moins de murs entre les différents départements, qu'il y ait plus de mobilité des salariés, est-ce qu'il y a des actions, est-ce que vous avez des exemples dans ces entreprises, justement, en quoi l'espace peut justement déverrouiller certains comportements aussi? Oui, peut-être juste deux mots. Dans l'entreprise Pocheco, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il y a eu une rénovation totale en fait, du site industriel qui était très très ancien, qui est daté du 19e siècle, la fin du 19e. Et donc, effectivement, ils ont travaillé sur l'espace. Ils ont notamment créé un open space qui était relativement nouveau pour eux. Alors, je vous ai dit 114 salariés tout à l'heure. Ils sont à peu près une vingtaine dans les bureaux, le reste étant dans les ateliers de production. Et donc, ils ont créé effectivement cet open space. Donc, c'était relativement novateur. Et donc, ils ont profité de cette rénovation, alors sachant qu'ils ont aussi beaucoup travaillé sur l'efficacité énergétique de leurs bâtiments par la même occasion. Donc, ils ont surtout favorisé l'entrée de lumière naturelle. Voilà, ils ont travaillé sur des choses très, très basiques.
Et par contre, pour ne pas léser ou pour ne pas faire que les collaborateurs de production se sentent lésés, ils ont aussi revu, réaménagé les espaces de production en tant que tels. Et ils sont passés par quelque chose qui peut paraître tout bête, mais donc ils ont en amont créé une stratégie de marque et associé à chaque marque d'enveloppe en fait une couleur. Et ils ont peint les machines en fait de la couleur de la marque. Donc, ce qui vous donne une usine, voilà, avec des machines violettes, roses, vert pâle, orange. Donc, voilà, ça change un petit peu les choses. Donc, voilà, ça va pas forcément très loin, mais il y a une vraie identification, il y a une vraie appropriation en fait par les opérateurs, et ils se disent voilà pourquoi je travaille derrière, c'est telle marque. Et j'en suis fière. Donc ça renforce aussi la fierté, et puis ça renforce effectivement l'appartenance complète à l'entreprise, puisqu'il y a du coup une synergie une proximité en tout cas, avec notamment les équipes de commerciaux. Je vais prendre la parole. Je vais prendre la parole aussi. En fait, vous êtes intervenu chez nous pour les nouveaux espaces. Je ne sais plus si c'est vous qui avez été retenu, mais en tout cas, il y avait un devis. Et du coup, oui, clairement, on a créé 50 mètres carrés, une table en hauteur avec des sièges en hauteur. Il faut imaginer les boulots qui séparent les petits sièges avec les tables basses comme ici. Et on va avoir un groupe de travail qui va traiter une réclamation client, et 5 mètres à côté, un fournisseur avec la responsable achat qui va traiter d'un autre problème. Et juste encore derrière, les 4 gars de la prod qui sont en pause parce qu'ils sont en équipe de l'après-midi. Et voilà. Et donc oui, en fait, on est allé carrément là-dessus. De toute façon, on sait que maintenant, l'espace de travail, il a un impact sur le bien-être, tout simplement. Donc quand on peut se le permettre, on se le permet. Après, c'est pas tout le temps possible, quoi. On a attendu un certain temps avant de se le permettre, mais oui. C'est une notion importante quand même. Nous-mêmes, sur le siège de la direction régionale qui est sur Lyon, le bâtiment sur lequel nous avons un bail vient enfin d'être entièrement renouvelé par le propriétaire, avec des espaces modernes, aérés. Alors pas entièrement des open space, parce que les conditions de travail, je pense que beaucoup en reviennent aussi, mais plutôt des espaces modérés de 4, 6, 8 personnes, mais pas des plateaux immenses, certains bureaux encore individuels, des espaces un peu détente ou des espaces de réunion où on rompt avec le principe de la table de réunion et des chaises, mais où on a mis des petits fauteuils, des ambiances un petit peu plus détendues, mais qui permettent tout autant la réflexion. C'est un point qui est important. Je pense qu'au-delà, parce qu'il n'y a pas dans les entreprises que des sédentaires, moi j'ai aussi beaucoup de techniciens qui sont sur le terrain, et on s'est rendu compte, par exemple, il y a eu un changement quand même de politique, notamment au travers du véhicule, des conforts de véhicules, et ça c'est quelque chose d'important aussi. C'est-à-dire qu'alors que nous étions plutôt sur le fait de mener les véhicules jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire en termes de kilomètres et mécaniquement, on a fait l'effort de renouveler quand même un peu plus régulièrement nos véhicules pour qu'ils puissent obtenir du confort. Nous sommes engagés chez Enedis au niveau national sur une grande opération aussi pour doter petit à petit l'ensemble des salariés de smartphones, et pour certains métiers de tablettes. Alors Enedis, 36 000 salariés, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ça représente un coût important. Donc on a déjà ciblé par métier, mais on a vu à quel point ça a été un élément de reconnaissance de ces populations techniques qui a été exceptionnel. Alors beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà fait. Nous, il fallait aussi pouvoir se le permettre financièrement, et on a vu effectivement la nouvelle approche de ces salariés en termes de reconnaissance, de par le fait de leur attribuer une tablette, un smartphone, et non plus un bon vieux micro portable qui est quand même un peu plus lourd. Je crois qu'on a une dernière question. Je voulais savoir ce que vous pensiez de la nouvelle fonction Chief Happiness Officer, puisque dans l'expo à la Biennale, il est considéré comme un bullshit job. Dans le panorama des mutations du travail, quand on a la liste des métiers d'avenir, des bullshit jobs, en tout cas, il est dans cette catégorie-là. Alors chez nous, il n'est pas sur ce titre anglo-saxon, parce que moi j'aime bien la langue française aussi, mais on a effectivement quelqu'un qui est responsable de la qualité de vie au travail, et qui est en relation étroite, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la fois avec mon équipe ressources humaines et avec l'équipe prévention, sécurité, santé au travail.
et que l'on mobilise pour tout un tas d'accompagnement, d'analyse, de mise en place d'organisation pour qu'effectivement il y ait une vraie politique de qualité de vie au travail dans l'entreprise. Merci pour ces réponses. Toujours dans ce souci de gestion du temps et du temps de parole de chacun, je voulais peut-être passer la parole maintenant à Jérôme Jambu, qui est co-animateur du groupe InnovOn, qu'on va écouter. Alors merci à vous. Alors juste, j'ai été invité dernière minute parce que j'anime ensuite un atelier à partir de 16h. Et comme j'étais déjà présent, donc c'est avec grand plaisir que je suis avec vous cet après-midi. Alors je trouve ça très intéressant parce que je vais forcément recouper ce qu'on a pu entendre par Maude, par Françoise. Françoise, c'est ça ? Francine, pardon. Alors juste rapidement, Jérôme Jambu, j'ai 46 ans. Je suis co-animateur d'un groupe familial de 350 personnes, le groupe InnovOn à Nantes-Saint-Herblain. Le groupe InnovOn, Alexandre Gérard, dont je suis co-animateur avec lui. Donc vous voyez Alexandre Gérard un peu partout. Donc lui, il est sur le terrain et moi, a priori, je pilote la boutique. Mais on la pilote de la même façon, lui et moi, à savoir qu'on la pilote depuis près de 7 ans sur, on va dire, le chemin des entreprises dites libérées. On cultive une certaine idée de bonheur dans l'entreprise. Alors, la raison du pourquoi, je ne vais pas refaire tout ce qu'on peut faire lorsqu'on intervient sur des colloques ou sur des publics comme vous pendant près d'1 heure et demie, 2 heures. Il est important de savoir d'où l'on vient, où l'on est aujourd'hui et où l'on va. Alors d'où l'on vient, pourquoi on a engagé cette démarche, pourquoi on a changé notre posture et pourquoi on s'est dit qu'il y avait sûrement un mode de management différent, sans parler du management 3.0, du 4.0, comme on l'évoque aujourd'hui. En 2009, l'entreprise avait à peu près 13 ans d'âge, de belle croissance, et puis d'un seul coup, une crise arrive, la crise du TP, entre autres. Le métier de Chronoflex, dont je dirige la boutique, près de 300 personnes aujourd'hui, le métier de Chronoflex prend moins 34% de régression. Nous sommes une entreprise absolument pas agile, très commandement-contrôle, très mode X. Je suis le N+7 de l'ensemble des collaborateurs, les hommes de l'art, les hommes qui font le job, les hommes qui sont sur le terrain. Le bas de l'échelle, comme je l'entends encore et que j'ai entendu hier encore à la télé, des mots maintenant qui me choquent. Mais j'étais le N+7. Un N+7 avec un directeur adjoint, un directeur du réseau, un directeur adjoint du réseau, des directeurs de région, des managers de région, et tout ça, ça m'allait bien. C'était très confortable. Il suffisait de prendre une décision et d'essayer de la faire descendre. Le seul problème, c'est que ça ne remontait que très peu, voire même jamais à moi, dans le sens où dans ma tour infernale à Saint-Herblain, 80% de mes collaborateurs sont des collaborateurs itinérants partout en France. Donc j'avais à peu près une 50aine de personnes à Saint-Herblain, et puis après j'avais tous les collaborateurs, les hommes de l'art sur le terrain. Donc on prend moins 34 de régression. Nous sommes contraints, on est en 2009, donc il y a à peu près 8 ans, on est contraint de se séparer de près de 50 salariés. Quand vous êtes marié, que vous avez des enfants, quand vous dirigez une entreprise, une PME, que vous êtes contraint pour sauver l'entreprise en l'espace d'un mois de vous séparer de près de 50 salariés, de couper les vivres de 50 familles. Personnellement, je l'ai très mal vécu, mais je pense que tout le monde le vivrait mal. Personne ne l'avait choisi. Les hommes et les femmes qui ont quitté l'entreprise ne l'avaient pas choisi. Puis moi, je suis resté. Je suis resté comme beaucoup de salariés à l'époque, mais moi, je suis resté. Alexandre est resté. Et là, on s'est dit, c'est pas possible, il ne faut pas que ça se reproduise, il ne faut pas que ça arrive. Il ne faut plus que ça arrive, cela. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et voilà, alors on n'a pas médité. On n'a pas médité avec nous-mêmes, mais on a croisé un petit bonhomme que vous connaissez aussi peut-être, qui s'appelle Jean-François Zobrist, qui devait être présent aussi, je crois, aujourd'hui. On a croisé un petit bonhomme un jour lors d'une conférence Saint-Nazaire. Et puis on a reçu un bouquin d'un certain monsieur qui s'appelle Isaac Getz, D'accord, Liberté et compagnie. Alors on l'a reçu en anglais, je l'ai lu en anglais la première fois. J'ai passé un été à lire ce bouquin, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me dis, c'est pas possible, il existe quelque chose d'autre que le management que je connais depuis des années. Et avec Alexandre, on a essayé d'engager ce chemin tous les deux. Alors on l'a engagé d'abord tous les deux parce qu'une question a été posée tout à l'heure, madame qui est juste en face, comment on peut déclencher ou engager cette démarche dans une entreprise? Ça ne peut venir que des dirigeants, ou tout au moins porté par les dirigeants, ou qu'il y ait un cap et une vision qui soit portée par les dirigeants. Ça, c'est ma conviction. Si ce n'est pas porté par les dirigeants, à mon avis, c'est potentiellement voué à l'échec. Il peut y avoir après plein de business units dans des régions qui aient envie, entre guillemets, d'initier certaines démarches, mais à un moment ou à un autre, l'économique reprend le dessus, très souvent. Et j'ai plein d'exemples, contre-exemples à vous raconter, s'il y en avait des heures, mais j'ai plein d'entreprises qui ont essayé d'engager cette démarche. Et puis dès que l'économique revient, alors l'économique, généralement, quand l'économique va moins bien, généralement, la direction reprend le pouvoir, revient en mode direction commandement-contrôle. Et puis généralement, toutes les belles initiatives qui avaient été initiées tombent à l'eau.
Donc on a engagé ce démarche, ce chemin. Comment on a fait? Une grande phase de off, tous les deux, Alexandre et moi-même. Alors d'abord, on s'est fait accompagner, on s'est fait coacher, on s'est fait soigner. On a eu des prescriptions de médicaments, parce qu'il fallait un peu changer notre posture. Non, on s'est fait coacher, on s'est fait accompagner. On a commencé à ouvrir nos portes. On a commencé à changer le mot codir en le changeant en mot brief. On a commencé à traiter tous les petits cailloux de nos collaborateurs. J'ai dit bien tous nos collaborateurs. J'ai pris mon bâton de pèlerin, je suis allé partout en France, Perpignan, Monaco, Nice, Lille, Strasbourg. Pendant près de 6 mois, j'ai pris mon bâton de pèlerin et je suis allé à l'encontre de l'ensemble des hommes du terrain. L'ensemble des hommes et des femmes, mais essentiellement des hommes du terrain, parce que c'est des hommes avec un grand H, mais également avec un petit, parce que c'est beaucoup d'hommes sur le terrain qui font notre métier de technicien. Et j'aurais posé 2 questions. Quels étaient tous les petits cailloux que vous avez dans leurs chaussures, tous les problèmes qu'ils vivaient depuis des années dans l'entreprise. Mais également, je leur ai posé la question, quels étaient les signes de pouvoir qui les dérangeaient dans l'entreprise. Et on a fait la même chose avec les collaborateurs de Saint-Herblain. Donc on a récolté. Certains faisaient très mal à entendre, parce que forcément me concernait personnellement. Et puis on a travaillé donc les petits cailloux, on a travaillé les petits signes de pouvoir. On a co-construit notre première vision co-construite par l'équipe, par l'ensemble de l'entreprise. Pendant près de 6 mois, on a co-construit la vision de l'entreprise. On a demandé à chacun des collaborateurs de l'entreprise quels étaient les mots, qu'est-ce qu'ils avaient envie de vivre dans l'entreprise dans les 10 prochaines années et comment ils se représentaient l'entreprise dans laquelle ils étaient salariés actuellement. Ça, c'était le premier processus de vision. On a refait la même chose avec l'ensemble des collaborateurs 8 ans après, à savoir qu'on sort à l'instant même d'un processus vision co-construit par les 350 salariés de l'entreprise sur lequel on vient de faire émerger la vision du groupe Innovone, engagés ensemble pour un monde meilleur. Ce n'est pas mes mots, ce n'est pas les mots entre guillemets d'Alexandre Gérard, c'est vrai des mots qui sont sortis de l'ensemble des collaborateurs 350. Les conjoints également ont travaillé parce qu'on s'est retrouvés lors des grands séminaires sur lesquels on a fait travailler également les conjoints. Certains de nos clients, certains de nos partenaires étaient présents également. Et on a co-construit cette vision. Donc on a construit une vision où nous allons, mais ce qu'il fallait également, c'est expliquer comment nous allions y aller. Et on a co-construit également avec nos collaborateurs nos 4 valeurs, les 4 trépieds. J'entendais tout à l'heure les valeurs de Maud. Alors nous, nos 4 valeurs, je vais les dire tout de suite, comme ça évitera une question. La première valeur, et c'est pareil, ce n'est pas de moi, ce sont des équipes. La première valeur, la performance, pas le bonheur. Il n'y a pas de salarié, il n'y a pas de collaborateur, il n'y a pas d'équipier, il n'y a pas de collègue heureux il n'y a pas de collaborateur performant s'il n'est pas heureux au travail. Nous ne sommes pas performants à la maison si nous ne sommes pas heureux à la maison. Nous ne sommes pas performants au travail si nous ne sommes pas heureux au travail. Alors le bonheur, ça ne se décrète pas. Hein. Ce n'est pas bonheur, heureux, tu seras. C'est bien garantir un terreau fertile pour que le collaborateur puisse s'épanouir et s'éclater dans son milieu professionnel. Donc la première valeur, la performance, pas le bonheur. La deuxième valeur, cultiver l'amour du client. Cultiver l'amour du client. C'est très fort chez nous, mais si le client, entre guillemets, il ne nous aime pas, je ne vois pas comment, entre guillemets, nous allons pouvoir payer nos collaborateurs à la fin de l'année, à chaque fin de mois. Mais nous, on a 2 types de clients. Parce qu'on a des équipes sédentaires, des équipes à Saint-Herblain, et on a des hommes sur le terrain. Et on a donné du sens à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, à savoir qu'il y avait 2 types de clients. Le client externe, mais le client interne. Le mec qui se lève tous les matins dans son camion à 7 heures et qui va faire les interventions. Les 255 collaborateurs de l'entreprise qui sont en camion, qui tous les matins se lèvent pour aller faire les interventions. Et bien, tous les autres collaborateurs de l'entreprise sont des équipes support, des équipes relais. Et donc, le premier client de l'entreprise, c'est le collaborateur technicien. Et on a redonné du sens également à l'importance de le technicien, c'est l'homme de l'art, c'est une des personnes les plus importantes de l'entreprise. Et sans ces personnes-là, on peut avoir les meilleures équipes support, on peut avoir le meilleur DG, on peut avoir les meilleures équipes commerciales si l'homme du terrain ne se lève pas. Donc, on a redonné une puissance de frappe, un bonheur par la parole, mais par les exemples également, à l'ensemble des collaborateurs du terrain qui se lèvent tous les matins. Donc la performance par le bonheur, cultiver l'amour du client, équipe respectueuse et responsable, très simple, équipe respectueuse et responsable. À un moment ou à un autre, dans une entreprise dite libérée, une entreprise où il y a bienveillance, il y a bonheur, il faut donner un cadre. S'il n'y a pas de limite, de valeur limitante, il se passe beaucoup trop de choses dans votre entreprise. S'il n'y a pas de valeur limitante, ben vous allez continuer à faire des notes de service, rappeler à un collaborateur comment utiliser son téléphone. Vous avez un collaborateur en entreprise qui va abuser de son téléphone. Le premier réflexe que je pouvais avoir, c'est de sortir une note de service et de l'envoyer à 350 collaborateurs. Un collaborateur déconne avec sa carte bancaire, abuser de sa carte bancaire, utiliser sa carte bancaire à des fins dites personnelles. On l'a tous connu dans nos entreprises. La première chose que je faisais, bien entendu, je consignais ce qu'on appelle quelque chose, un rappel à l'ordre, une convocation à mon collaborateur. Mais la pire des choses derrière, c'est que je faisais une note de service
pour apprendre aux 350 collaborateurs comment utiliser sa carte bancaire. Vous vous rendez compte? J'ai compris ça en 2010. J'ai compris ça en 2010 que de faire des notes de service, j'envoyais une note de service à 97, 98, 99% de mes collaborateurs pour leur apprendre à utiliser une carte bancaire. Je les prenais pour des enfants. Alors dans nos entreprises, on doit se parler d'adulte à adulte. Donc j'ai arrêté les notes de service. Je ne fais plus de notes de service. Je n'ai pas fait une note de service d'entreprise depuis 2010. Et ce n'est pas l'anarchie, ce n'est pas l'école des bisounours, ce n'est pas l'école des fans. C'est juste qu'aujourd'hui, on a des valeurs limitantes qui sont équipes respectueuses et responsables. La 4e valeur, c'est ouverture d'esprit, esprit d'ouverture. La liberté d'expression, la liberté d'aller voir ailleurs. Vous évoquiez tout à l'heure, Alexandre, comment ça se passe, le management 4.0 et le lien avec le digital. On encourage ce qu'on appelle les learning expeditions. On encourage nos collaborateurs, quand ils ont envie d'aller se nourrir par l'extérieur, d'y aller. Et on encourage, bien entendu, toutes les personnes qui veulent nous visiter de venir nous visiter. Alors, nous ne sommes pas un zoo. Non, on n'est pas un zoo du tout. Mais on encourage à ce qu'il y ait des learning expeditions. Donc, voilà un peu le chemin qu'on a engagé. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe en entreprise? Et j'ai juste essayé de noter, parce que moi, je peux en parler pendant 2 heures. Et j'ai l'habitude de présenter le chemin qu'on a engagé pendant près de 2 heures. Mais j'ai voulu juste essayer de vous faire, de relater un petit peu les outils qu'on utilise aujourd'hui, 8 ans après. 8 ans après. Alors, la première chose, elle est présente aujourd'hui. Alors, c'est le hasard. Je vous dis, on est de passage. J'avais une réunion à Lyon ce matin. Je dîne ce soir à Saint-Étienne et je suis à Clermont demain, sur un congrès. Et j'ai une personne qui m'accompagne. Alors, elle est très timide parce qu'elle est secrétaire du CE, comité d'entreprise. Parce que j'ai un comité d'entreprise dont je suis le président, j'ai des élus délégués du personnel, et j'ai un CHSCT, mais comme tout dirigeant d'entreprise. Alors, dire comment ça se passe avec mes élus, comment ça se passe avec mes salariés? Ça se passe exactement de la même façon avec mes élus CE, CHSCT, délégués du personnel, que l'ensemble de mes collaborateurs dans l'entreprise. À savoir qu'a priori, la démarche et le chemin qu'on a engagé dans le groupe Innovone sert la cause et la bonne cause de nos élus, a priori. Mais je vais encore aller beaucoup plus loin. Cette demoiselle qui est à ma droite, elle est dans l'entreprise depuis 15 ans. Elle est dans l'entreprise depuis 15 ans, mais c'est le pire, c'est que depuis 3 ans, elle est devenue mon assistante. Et elle est secrétaire du CE. Alors vous allez me dire, ouh là là là, c'est louche leur truc. Ah oui, c'est très très louche. C'est vrai, c'est pas elle qui a choisi, parce que dans notre entreprise, tous les changements de poste, toutes les évolutions de poste, c'est pas je me proclame, je veux prendre ce poste, c'est une élection sans candidat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est nos collaborateurs dans les équipes qui cooptent certains profils. Donc aujourd'hui, Pascaline, c'est mon assistante. Elle est assistante du team leader de l'entreprise, donc accessoirement le DG, mais elle est assistante du team leader de l'entreprise, assistante depuis 3 ans. A priori, ça se passe bien. Elle est secrétaire, tu es adjointe maintenant du CE? Secrétaire adjointe? Non, tu es trésorière adjointe maintenant. Trésorière adjointe du CE, mais elle a été secrétaire pendant un petit moment. Et Pascaline, elle fait partie des personnes qui sont très engagées, d'accord, par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure de Francine, très engagée. Elle fait partie des 10-12% des collaborateurs qui sont très engagés en entreprise. Et donc, je vais juste terminer, mais je pense que ça engagera plein de questions, le cas échéant. Alors, nos outils, on en a plein, bien entendu, beaucoup de formations chez nous depuis 8 ans, beaucoup de formations. Alors, des formations sur les postures, des formations sur le savoir-être, des formations sur la communication positive, des formations sur la communication non violente, des formations sur le feedback, savoir se dire les choses avec des méthodes, plutôt que de se hurler dessus, des formations sur la conduite de réunion. Pourquoi conduite de réunion? Il n'y a plus de directeurs de région. Enfin, les directeurs de région ont évolué sur des postes d'experts dans l'entreprise. Donc, il n'y a plus de hiérarchique. Je suis le seul hiérarchique des 350 collaborateurs dans l'entreprise. Donc, ça veut dire que mes équipes s'organisent en business unit pour organiser leurs réunions. Donc, on a bien entendu monté en compétence les équipes à comment organiser, comment structurer, comment piloter une réunion, avec des météos, des inclusions. J'ai entendu tout à l'heure le mot, donc c'est assez, ça fait écho. Des inclusions, la facilitation, bien entendu, et puis la méthode de départ, avec quoi je repars. Donc, on a formé également nos capitaines. Dans chacune de nos régions, dans chacune de nos équipes, on a un capitaine, un team leader. Mais un team leader qui est coopté par ses pairs pour 3 ans. Nos chefs d'hier sont aujourd'hui des team leaders. Et ils sont cooptés par leurs pairs, par leurs équipiers pendant 3 ans. C'est-à-dire qu'ils font la mission pendant 3 ans de piloter leur équipe, piloter leur région. Alors, bien entendu, ils sont formés, ils sont accompagnés, ils ont un parrain. Bien entendu, tout ça, ça ne se fait pas non plus par le Saint-Esprit. On a bien entendu des outils de travail qui font qu'on a fait péter un peu tous nos murs. C'est vrai qu'on est un peu beaucoup d'open space chez nous, mais on a aussi travaillé des salles de réunion qui sont beaucoup plus agréables. On ne sait pas ce que c'est que mettre des tables dans les salles de réunion. Une table, ça permet de se cacher. Donc on n'a pas de table dans une salle de réunion. Et tout à l'heure, j'interviens sur un atelier, j'ai demandé à Margot, parce que j'ai vu les salles d'atelier, j'ai demandé à Margot, j'interviens tout à l'heure, mais est-ce que vous pourriez me retirer les tables parce que je ne sais plus faire avec les tables?
Donc elle doit être en train, parce que je ne la vois pas, Margot, et donc elle est en train de démonter une salle, en train de me retirer des tables. Donc voilà, on n'a plus de table, on est en open space, on a une salle de repos, oui, on a une salle de repos, on a une salle de détente, on a une table ping-pong, on a un frigo congélateur à Saint-Herblain sur lequel on achète une fois par mois je ne sais combien de repas congelés chez Picard. C'est chez Picard, on va faire un peu de pub. On achète chez Picard, on les met dans le congélateur, il y a une boîte à côté, chacun met l'argent quand ils le prennent, c'est ça? Donc ça marche bien, il manquait 80 € le mois dernier, c'est ça? J'ai entendu ça. Il manquait 80 €, donc on fait quoi? On n'arrête pas? Est-ce qu'on responsabilise les gens? Est-ce qu'il y en a qui ont oublié de payer? Voilà, c'est à 2 € le menu, je crois, donc il y a au moins 40 menus qui n'ont pas été payés. Ah, ok, d'accord, donc on doit arrêter par... Il a eu suffi d'un message sur le Nokio, parce que je voulais venir aussi sur le digital, la communication, les réseaux sociaux. Il a eu suffi d'un petit message sur le Nokio, donc le nouvel outil de communication Innovon, c'est Google+, sur lequel chacun de nos collaborateurs a un smartphone, qu'il soit à Saint-Étienne, qu'il soit à... Chacun de nos collaborateurs a un smartphone, le même que moi, pas de signe de pouvoir, exactement le même que moi, avec un compte Gmail individuel, sur lequel en temps réel, n'importe qui peut partager ce qu'il vit dans sa région. Chacun peut envoyer un petit message. Il n'y a pas de modérateur sur notre réseau social depuis près de 8 ans, pas de modérateur. Les dérapages, je les compte sur les doigts de la main droite. Puis généralement, la modération se fait par le collectif. Mais par contre, il suffit d'un petit message comme quoi, en rappelant une de nos valeurs, équipe respectueuse et responsable, comment se fait-il qu'il nous manque 80 €? Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on ne continue pas? À la grande majorité, ils ont voté à 92% qu'on continuait. Il s'avère que, à mon avis, ceux qui avaient oublié de payer doivent se souvenir qu'il faut payer la prochaine fois. Et à mon avis, si je retourne demain, je pense que dans la caisse, on a retrouvé les 80 €. J'en suis persuadé parce que je pense que c'est inconscient, involontaire. C'est pas volontaire d'avoir oublié de mettre les 2 € de temps. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous partager, mais je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce n'est pas un rêve pieux, ce n'est pas non plus une entreprise, comme je disais tout à l'heure, de bisounours. Il y a plein de choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent beaucoup moins bien. Maud le disait tout à l'heure, et je pourrais aussi vous évoquer plein de choses qui ne fonctionnent pas bien du tout. Merci beaucoup, Jérôme. Nous aussi, on vous écouterait pendant des heures, et on écouterait ces expériences-là. On a retenu beaucoup de choses. Alors moi, je recite simplement les valeurs que vous avez évoquées tout à l'heure. Performance par le bonheur, amour du client, équipe respectueuse et responsable, ouverture d'esprit, esprit d'ouverture. Les grandes valeurs. C'est ça? Est-ce que parmi vous, ça appelle des réactions? Oui, monsieur? Ça va mieux? Ok. Une double question, en fait, par rapport à ce que vous disiez, la nécessité d'avoir un dirigeant qui porte cette volonté. Jérôme, je sais, chez Innovon, vous voyez passer beaucoup de dirigeants qui viennent vous visiter en Learning Expedition. Aujourd'hui, comment vous voyez les nouveaux dirigeants, enfin les dirigeants prennent ce chemin-là? Comment vous arrivez à avoir un déclencheur autre que comme vous quand vous passez près du gouffre? Et ma deuxième question, c'est pour l'ensemble d'entre vous, comment pérenniser cette culture au-delà du dirigeant? Si demain vous décidez de partir avec Alexandre, je vous souhaite le meilleur du monde, mais si vous partez, et puis un jour, il y a un passage de relais, comme ça a été évoqué tout à l'heure, comment on fait pérenniser ça au-delà de la personne, en fait? Alors bien entendu, il ne faut pas attendre la crise ou une crise ou quelconque crise pour engager cette démarche. Je pense que les générations qui nous rejoignent, les jeunes générations Y, Z, qui nous rejoignent, de toute façon, ne nous laissent pas le choix. J'ai 46 ans, ma fille est née à 21 ans, ma dernière à 8 ans. Et on voit toutes les personnes que nous recrutons, quel type d'entreprise elles recherchent. Et je vois mes enfants, leur comportement à la maison, je vois mes enfants, leur comportement lors de leur stage, je vois mes enfants, leur comportement lors de leurs études. Je vois bien que je ne raisonne pas du tout comme eux, et je vois bien que si moi je ne suis pas en mesure d'évoluer, de changer, de toute façon, excusez-moi du terme, mais je vais me faire bouffer. Donc de toute façon, je n'ai plus de raison de vivre ou de faire évoluer ou de pérenniser une entreprise dans une démarche, enfin je ne vais pas dire dans un monde merveilleux, mais dans une ambiance plutôt positive et pérenne, si moi je n'accepte pas de changer.
Donc la première chose, et en dehors de la crise, c'est qu'il a quand même fallu que j'accepte qu'il y avait un type de management différent et que ce type de management était profitable pour tout le monde, y compris pour moi. Parce que si j'ai besoin de renvoyer le miroir à ma personne, il est évident que mon métier aujourd'hui, il est un peu différent. Vous dire qu'il est plus simple, je ne pense pas. Il est beaucoup plus prenant, parce qu'il était tellement plus facile de passer en mode directif qu'en mode participatif, quand on est chef d'entreprise ou dirigeant. Donc je pense que les générations qui sont derrière nous poussent et qu'elles, de toute façon, elles ne nous laissent pas le choix. Après, comment infuser, comment polliniser, c'est ce que je fais tous les jours. Donc je fais émerger et je fais grandir des leaders de leaders. Je suis aujourd'hui un leader. Un leader, c'est quoi? Enfin, je ne vais pas refaire tout ce qu'on voit sur les toiles, mais la différence entre un chef, le chef, c'est celui qui peut penser que son équipe est à son service. Le leader, c'est celui qui est au service de son équipe et qui les fait grandir. Donc mon rôle tous les jours, c'est de faire grandir mes collaborateurs. Mon rôle tous les jours, c'est dans la posture de coach ou en posture de conseil pour que demain, ils sachent faire sans que je ne sois présent. J'ai encore beaucoup de questions. Et ça la ferait sûrement rire, Pascaline, parce que c'était un sujet qu'on discutait tout à l'heure sur la route pendant 1 heure. Mais voilà, mon téléphone, là, j'ai vérifié à 3 fois qu'il était bien coupé. Je suis énormément sollicité, mais énormément sollicité sur lequel il ne faut surtout pas que je sois en mode sauveur, mais plutôt en mode coach-conseil, et d'essayer d'apporter ou de faire émerger la solution par le collaborateur. Et mon rôle, mon engagement, si j'ai demain être transparent sur mon engagement, c'est faire émerger des leaders de leaders. On va essayer effectivement, par rapport au temps passé, s'il y a encore des questions qui concernent Jérôme directement, on peut les reposer à la fin de l'atelier, mais je voulais aussi laisser le même temps de parole à Indiana, qui va nous parler en fait de sa posture de Design Thinking Manager chez InProcess, voilà, et de son expérience. Bonjour tout le monde. Depuis qu'on discute, là, il y a tellement de choses, c'est hyper riche et c'est difficile de passer après vous quand même, je dois l'avouer. J'ai décidé de commencer par une petite histoire. En fait, InProcess est une agence d'innovation par le design et les sciences humaines. Et on a parlé notamment d'espace tout à l'heure et je vais profiter de ça. En fait, nous allons bientôt déménager. Nous sommes basés à Suresnes, nous allons déménager sur Paris. Et finalement, on fait appel à un architecte et finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est tous réunis pendant une journée et on a travaillé sur nos futurs locaux. Une façon, en fait, d'intégrer tous nos salariés. On est une trentaine en France. On a fait venir ceux de Shanghai et ceux de Boston également. De travailler sur nos futurs locaux. Et en fait, c'est leur demander comment est-ce qu'eux, ils les imaginent, ces futurs locaux. En fait, à l'agence, on a des designers, on a des anthropologues, des sémiologues, on a aussi des business guys, on a nos dirigeants également. Et les dirigeants, eux, n'ont pas fait de choix. Ils nous ont demandé comment est-ce que nous, on voyait la future agence. En tant que designer, je suis designer, je pourrais me baser sur mon intuition. Et en fait, ça serait très très facile, mais finalement, ma collègue pourra avoir... qui n'est pas ma collègue, mais qui pourra avoir une autre intuition, d'autres goûts, d'autres envies. Et finalement, quelle valeur j'apporterais à tout ça, quel sens ça aurait, parce qu'elle préfère peut-être le vert et moi le bleu. Et donc, ce que j'ai fait également avec toute l'équipe, c'est observer nos façons de travailler, quels sont nos usages. Et plutôt que de donner un cahier des charges à notre architecte, nous leur avons donné un cahier des usages. Savoir comment est-ce que nous fonctionnons. Et en fait, il faut savoir qu'à l'agence, on fonctionne toujours en trinôme. Il y a toujours une partie des études, des gens qui vont aller observer les gens. Et ça, c'est hyper fort parce que finalement, c'est ce qui donne du sens. C'est la base, c'est notre terreau. Et c'est comme ça qu'on travaille. C'est pas sur l'intuition, c'est presque une méthode scientifique, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, ça nous donne beaucoup de force. Et c'est à l'ère du digital et du 4.0, enfin, tout se regroupe parce qu'on parle de mondialisation et du digital, de tout va beaucoup plus vite. Et on avait Dre ce matin qui nous parlait de Singapour, mais j'ai envie de dire finalement, les utilisateurs à qui on s'adresse ici à Saint-Étienne sont peut-être complètement différents de ceux de Paris. Et je ne vous parle pas ni des US ni de la plaque Asie. Et on travaille... Donc on travaille comme ça, nous, à l'agence. C'est d'abord, on s'intéresse aux utilisateurs finaux, mais nos clients, on s'y intéresse aussi parce qu'on travaille aussi pour ces salariés qui vont travailler pour ces utilisateurs finaux. Donc finalement, c'est une démarche qu'on applique en interne et qu'on va promouvoir chez nos clients. Ça va du grand compte à la start-up. Et on les aide en fait à se transformer parce que finalement,
parfois perdent le sens. Ils se demandent ce qu'ils sont en train de faire. On travaille notamment pour L'Oréal ou pour des grandes banques. Et là encore, sur le digital, on y va tous vers le digital, mais il y en a qui me demandent mais pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce que ça nous apporte, et finalement de se poser la bonne question, la raison pour laquelle on travaille. On parlait tout à l'heure aussi d'équipes pluridisciplinaires, de dire, vous aviez, je crois que c'est chez vous, parfois il y a un candide aussi qui pose des questions. Le fait de se rassembler, d'être pluridisciplinaire, de représenter et le user, et le business, et la stratégie, et la techno, fait qu'on donne du sens et on travaille tous dans le même sens et on sait pourquoi on sait pourquoi on le fait. Et c'est aussi ça, le bien-être au travail, c'est savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Et donc si on se pose la question de qu'est-ce qu'on peut apporter comme bénéfice à l'utilisateur final, on va lui apporter de la valeur. Et du coup, on apporte aussi de la valeur, on apporte du business aussi à l'entreprise. Et du coup, nous, on est contents, on est fiers d'apporter et d'améliorer la vie des gens, au final, des clients de nos clients et celle de nos clients. Alors, je suis désolée, c'est un petit peu... J'ai décidé de remanier ma presse, donc c'est un petit peu brouillon, mais... tout ça pour dire que le fait d'être user-centric, enfin d'être centré utilisateur, nous semble essentiel, et je pense que c'est le terreau de beaucoup de choses. On court après la techno, on se demande, on est tous avides de nouvelles techno, de nouvelles choses, mais finalement pourquoi ? Et j'ai envie de dire, aujourd'hui on parle de management 4.0, de digitalisation, et j'ai envie de demander pourquoi ? Parce que je trouve que des fois, alors c'est pas que je sois contre, c'est juste que parfois, un post-it et un crayon, c'est aussi très très simple. Ça permet de communiquer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plutôt que d'avoir un avatar et d'être à Paris depuis mon bureau, je suis ici. Et je suis ravie d'être assise à côté de vous et d'être en face de vous et de pouvoir échanger en vrai. Voilà. Merci Indiana. Donc on est à la Cité du Design, alors quand j'entends un designer qui parle de cahier des usages, ce qui représente notre activité au quotidien, je peux être que d'accord. On entend aussi poser d'abord les questions, créer les conditions d'émergence des solutions. C'est savoir qu'on ne sait pas en fait au départ, plutôt que instancier des solutions qui s'avéreront peut-être en limite dans l'usage. Savoir ce que l'on fait, pourquoi on le fait. On retient ça, et j'imagine que ça doit appeler aussi chez vous tout un tas de questions ou de réactions. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent. Voilà. Oui, merci. D'une manière générale, sur les entreprises, on voit qu'il y a un cercle vertueux qui est assez sympathique, management bienveillant, bien-être au travail qui génère de la performance. Et je voulais savoir un petit peu comment vous pouviez le valoriser et en retirer un bénéfice en interne et en externe, c'est-à-dire pour recruter des futurs collaborateurs. Est-ce que ça vous génère un facteur d'attractivité finalement ? Est-ce que vous observez sur vos recrutements un nombre de candidatures plus élevé ? Est-ce que j'espère que vous êtes attractif à ce niveau-là, de la même manière sur vos collaborateurs ? Est-ce que vous sortez vous arrivez à les fidéliser plus facilement ? Est-ce que vous avez un taux de turnover qui est peut-être moins élevé que la moyenne ? Ça me semble être des indicateurs qui devraient aller dans ce sens. Et puis hier, on a beaucoup parlé de ce qu'est la génération Y, les millennials, qui ont pour certaines caractéristiques, qui sont nés avec le numérique bien sûr, et puis qui changent beaucoup d'emplois, qui sont difficiles à fidéliser. Donc je trouve que ce type de management est susceptible d'être assez approprié peut-être pour ces nouvelles générations. Qu'en pensez-vous ? Je vais juste rebondir sur ce que vous disiez pour commencer à répondre à votre question. Sur l'embauche, en fait, savoir si la personne potentielle peut rentrer dans les valeurs de l'entreprise. Et on a une façon de voir qui est plutôt à l'inverse.
effectivement, en embauchant des millennials, on va se demander quelles sont ses valeurs, comment est-ce qu'il fonctionne, qu'est-ce qu'il motive dans sa vie, en fait, et qu'est-ce qu'il pourrait nous apporter. Et du coup, c'est un super échange, et on s'apporte les uns les autres, et on s'enrichit. On est tous, là, 30-35 à Paris, on est tous complètement différents, et on se complète vraiment, et c'est ce qui fait aussi, la diversité fait notre richesse. Je vous laisse... Peut-être un point qui permet de répondre aussi à la fidélité des salariés et puis à leur engagement dans la durée. Nous, on a mis en place, par exemple, des démarches de détection de talents, détection de potentiel et d'accompagnement de ces potentiels dans l'entreprise, qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, un cadre sur 2 est issu de la promotion sociale. Et sur ces talents, nous les accompagnons au travers de tuteurs et de dispositifs de formation, qui plus est qu'on est en train de mettre dans des dispositifs certifiants à l'appui du CPF. Mais ça permet... Les jeunes comme les anciens ont un besoin de reconnaissance et un besoin de pouvoir se projeter. Est-ce qu'ils peuvent avoir un déroulé de carrière intéressant dans cette entreprise-là ou pas ? Est-ce qu'ils vont avoir des missions, des responsabilités importantes, intéressantes et qui correspondent à leurs valeurs, effectivement, et à leur projet professionnel ? Qu'est-ce qu'on est capable de leur offrir ? Et ça, je pense qu'ils ont, peut-être encore plus les jeunes générations, besoin d'être rassurés par rapport à ça. Et quand on les accompagne et qu'on leur montre qu'on peut faire des parcours professionnels riches, valorisants, j'entends souvent que les jeunes sont pas tellement, enfin que la rémunération n'est pas l'élément premier de la reconnaissance. Je pense qu'il faut quand même pas trop se leurrer, c'est quand même un élément important. Mais il y a aussi plein de choses à côté et cet accompagnement professionnel, me semble-t-il, en est un important. Pour compléter, chacun de nous a l'envie de se tester, de tenter, de faire des choses. Dans une entreprise où le management est plutôt bienveillant, chacun va avoir tout le loisir de pouvoir se tester, lancer une idée, la mener à bout, lancer un groupe de décision, quel qu'il soit, hein, à partir du moment où vous ne touchez pas totalement la stratégie de l'entreprise. Permet de faire émerger l'intelligence collective et surtout les idées de chacun. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc forcément, on a tous des envies, on a tous des idées. Et finalement, beaucoup des collaborateurs qui nous rejoignent sont des collaborateurs qui sont jeunes et qui rejoignent une entreprise sur laquelle ils sentent qu'ils vont avoir une culture d'entreprise qui va correspondre à leur génération. Et les personnes qui sont un peu moins jeunes et qui nous rejoignent sont des personnes qui ont forcément déjà vécu d'autres entreprises et qui se disent « moi j'ai envie de voir autre chose ». J'ai envie de voir autre chose parce que j'ai envie de vivre, j'ai envie de pouvoir m'exprimer, j'ai envie de pouvoir, entre guillemets, j'ai envie qu'on me fasse confiance. Notre culture n'est absolument pas la défiance, mais la confiance. Notre culture n'est absolument pas le contrôle, mais l'autocontrôle. Notre culture, c'est la décision par le collectif. Donc on met en place beaucoup de groupes de décision, groupes de travail, comme j'entendais là. Nous, on les appelle les groupes de décision parce qu'un groupe de travail, on ne veut pas que ça se contente de travailler. On veut que ça se contente, ça aille jusqu'à décider du plan d'action qu'ils vont mettre en place. Et pour compléter un peu ma réponse, on a deux systèmes qui touchent, un à la rémunération et un au bien-être et à l'évolution. Alors, chaque année, on a ce qu'on appelle une évaluation 360, un outil qu'on a co-construit dans l'entreprise, au sein même du groupe, qui s'appelle Talents et compétences, sur lequel chacun va pouvoir s'évaluer son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-voir et son savoir animer. Chacun s'évalue et chacun se fait évaluer par son périmètre, son équipe. Ce qui permet d'avoir un 360, une récolte, et qui permet à tout un chacun de pouvoir co-construire son plan de formation et son plan d'évolution. Ça, c'est sur le côté plutôt évolution. Le côté rémunération, ça a été le premier groupe de décision qui s'est mis en place en 2012-2013. Le premier groupe de décision qui s'est mis en place, c'est révolutionner totalement. Vous nous donnez le pouvoir, vous nous laissez décider. On souhaiterait faire évoluer le système de rémunération. Et donc, le système de rémunération chez nous, c'est un système vertueux. Chacun des collaborateurs qui ne dégage pas de valeur ajoutée directe n'ont plus du tout de variables individuelles. Nous n'avons que des variables collectives indexées sur la performance et la rentabilité et la profitabilité de l'entreprise et qui se partagent à part égale. En dehors de la participation aux bénéfices, on a des systèmes de rémunération où chacun se partage à part égale la profitabilité de l'entreprise tous les 6 mois. Et tous ceux qui dégagent de la valeur ajoutée, donc à savoir les hommes de l'art, les hommes du terrain, les techniciens, ils ont un système de rémunération 15-15-15. Le premier 15, c'est 15% de la marge nette sur sa propre business unit, son propre camion. Chacun de nos techniciens ont un compte d'exploitation, leurs ressources, leurs charges, l'entretien de leur camion, leur péage, leur repas.
Et à partir du moment où ils atteignent le seuil de rentabilité, ils prennent 15% de la marge nette. Mais ça ne suffisait pas parce que ça encourageait l'individualisme. Au niveau des business units, au niveau de chacune des équipes, au niveau de chacune des régions, on a construit en parallèle un système 15% de reversion, 15% de marge nette collective de la région. C'est-à-dire qu'il y a la soulte individuelle et il y a la soulte collective. Puis comme ça ne me suffisait pas parce que les équipes support travaillent pour le bien-être des hommes du terrain également, on a construit un système de 15% au semestre. Donc on a 3 cliquets de 15%, mais ce sont des systèmes vertueux. Donc il n'y a plus de carottes, il n'y a plus de bâtons, comme je peux l'entendre des fois dans certains bouquins, carottes, bâtons. On n'a plus de système de carottes, plus de système de bâtons. Donc, juste pour compléter par rapport à votre question. Merci Jérôme pour ces précisions. On touche à la fin de cet atelier. Je voulais juste essayer modestement de remettre en contexte les petits éléments que j'avais capturés au vol dans vos différentes interventions et essayer de rassembler. Moi j'ai noté d'augmenter le périmètre d'une manière générale, ce qui a été dit à plusieurs reprises, augmenter le périmètre d'investigation, augmenter le périmètre de contribution, en habilitant d'abord les personnes, vous avez le droit d'intervenir, en outillant aussi les personnes. On a entendu l'histoire des plateformes, on a entendu l'histoire du portable, du même portable pour tout le monde, et voilà, du non-modérateur. Donc augmenter le périmètre, c'est aussi un périmètre entrant et sortant, c'est-à-dire qu'il y a les exploration camps, il y a toutes ces démarches. Ouvrir son modèle aussi à l'extérieur, ne pas hésiter à s'exposer, à montrer, à faire tension avec d'autres regards, faire le pas de côté, bouger la ligne de sa productivité, faire place à l'humain aussi, de différentes manières. J'ai noté en accompagnant les temps et les espaces personnels, autant que les espaces et les temps professionnels, donc introduire du temps en fait pour les individus et les personnes. Questionner l'espace aussi, parce qu'il y a le temps, mais il y a aussi l'espace. Donc questionner l'espace, ça a été rappelé et à plusieurs reprises, l'espace de détente, mais l'espace de travail au sens large, les usages de ces espaces. Créer, sourcer et questionner, il y a toujours une autre voie, même quand il s'agit de faire demi-tour sur l'autoroute du travail, comme Jérôme l'a évoqué tout à l'heure. On est lancé, on est dans un système normé, on est dans quelque chose qui est très inclusif parce que les autres modèles sont assez comparables et on n'ose pas finalement prendre le contre-pied. Et pourtant, quand on se fait confiance, quand on accepte de changer, on est capable de faire ce qui a été relaté tout à l'heure. Apprendre, parce qu'on ne sait pas, mais certains savent et peuvent le transmettre. Donc aller chercher cette connaissance-là, là où elle est existante, la formation, on l'a appelé, et puis les intervenants. Et puis, voilà, d'une manière générale, faire sa veille et puis regarder en fait régulièrement ces acteurs, regarder les initiatives, regarder un petit peu les différentes, on va dire, postures des uns et des autres. Ces fameux signaux faibles qui ont été rappelés à plusieurs reprises, qui sont très positifs en fin de compte, ces signaux faibles, parce que ça soit pour une situation négative ou positive, ces signaux, ils vous racontent quelque chose. Donc de ce récit, en fait, on peut sortir d'abord des idées qui peuvent rester des inventions, mais si on les accompagne bien, ça devient de l'innovation. C'est ce qui a été porté ici depuis tout à l'heure. Donc on vous remercie beaucoup pour ça. Il y a une petite pause d'1 quart d'heure qui est prévue juste après. Et je crois qu'Isabelle, tu voulais peut-être faire un dernier point sur la récupération. Mais on va d'abord remercier tous nos témoins.